Comment peut-on transformer un héros involontairement drôle car insupportable en personnage mesquin voire pathétique, ou encore en partie dévoyer le propos implicite d'un pastiche stylisé pour le mettre au service de ses propres obsessions? Vous avez déjà vu le titre, je parle bien ici d'OSS 117 et de son score de 2 sur 3. OSS 117 est un personnage de fiction d'abord de romans de gare à partir de 1949, puis de films dans les années 60. Personnage qui a connu un regain de notoriété avec les 3 films de 2006, 2009 et 2021, même si on retrouve forcément des points communs entre les 3, on a une distinction assez nette entre d'un côté les 2 premiers opus réalisés, co-scénarisés et co-montés par Michel Hazanavicius, et de l'autre le 3e et potentiellement dernier, réalisé par Nicolas Bedos. J'ai donc profité du fait que les 2 premiers films sont maintenant inclus dans l'abonnement Prime Video, sachant qu'il est possible bien sûr d'y louer ou d'acheter le 3e, pour me replonger dans cette trilogie, mieux en comprendre les structures, les principes et les messages, et ainsi vous proposer une analyse argumentée de la nette préférence que j'ai pour les 2 premiers volets. Je vous préviens, pour mener cette analyse, j'aborderai certains spoilers concernant l'intrigue des films. Je ne pense vraiment pas qu'il y ait de quoi gâcher le plaisir de leur découverte, car leur sel ne provient clairement pas de l'intrigue, mais je préfère vous le dire pour éviter les mauvaises surprises. Rappelons quelques évidences de contexte, à commencer par le personnage d'OSS 117 qui naît donc en 1949 sous la plume de Jean Bruce et qui va participer à établir tout ce qui relève maintenant des poncifs des romans d'espionnage de gare. Les 2 pieds fermement ancrés dans les clichés de son époque, la série littéraire multiplie au premier degré tous les préjugés dont joueront habilement les films des années 2000. Avant cela, c'est le réalisateur André Hunebelle qui proposera des adaptations relativement proches du matériau d'origine. André Hunebelle n'est pas n'importe qui dans l'histoire du cinéma populaire français, mais plutôt que ses films OSS, on retiendra nettement plus volontiers de son œuvre des films comme Le Bossu, Le Capitaine ou encore la trilogie des films Fantomas. Quand on revoit aujourd'hui certaines scènes de ces films OSS 117 des années 60, on en comprend immédiatement le potentiel parodique tant le décalage, aussi bien dans le discours que la perception du monde, est fort avec ceux de notre époque. Et si vous voulez vous faire une idée, ces films sont aussi disponibles à la location ou à achat sur Prime Video. Ne serait-ce que dans la bande-annonce de Banco à Bangkok, je n'invente rien, film de 1964, on a les termes astucieux, l'expression bagarreur par goût ou encore charmeur par nature, du petit lait pour Hazanavicius et Dujardin, à n'en pas douter, puisque tout cela a été presque directement repris ensuite. Sans chercher à être trop dur ou injuste, ces films sont des sous-James Bond, sachant qu'ils partagent avec les premières incarnations sur grand écran du fameux agent secret britannique, cette vision si machiste, et il faut bien le dire, des relations hommes-femmes. Et ce n'est pas tout, puisqu'on y retrouve cette vision paternaliste et folklorique d'un monde colonial ou post-colonial. Et attention, je dis ça en étant moi-même un véritable amateur de la saga James Bond, mais apprécier ces films n'implique pas de rester totalement aveugle aux représentations qu'ils véhiculaient. Revenons à OSS 117 avec le premier film du renouveau et de la réinvention du personnage, Le Caire Nid d'Espion, sorti en 2006. Si j'ai évoqué le potentiel parodique des anciens films OSS 117, on se situe ici sur une approche de type pastiche qui oriente l'ensemble vers un certain type d'humour, qui ne vire pas complètement à l'absurde et surtout témoigne d'une forme d'hommage et de respect. Reste à véritablement comprendre l'objet du respect en question pour ne pas interpréter le film complètement de travers. En effet, l'idée consiste à témoigner d'un attachement sans doute teinté de nostalgie aux codes esthétiques du cinéma de telle ou telle époque, tout en représentant sans aucun ménagement une vision du monde et de la société aussi passéiste qu'erronée. Si j'ai présenté Michel Hazanavicius comme co-scénariste, il n'est pas crédité comme tel pour ce premier film, et pourtant il ressort des interviews qu'il a bel et bien réorienté et aménagé certains aspects du scénario de Jean-François Alain. Les 2 hommes sont en quelque sorte issus d'une certaine époque de Canal+, puisque Michel Hazanavicius a commencé en travaillant avec Les Nuls, quant à Jean-François Alain, il est notamment connu pour Les Guignols de l'info. On peut quand même rappeler au passage que Michel Hazanavicius est le réalisateur de La Classe américaine, ce détournement fait pour la télé toute fin 1993 et rendu culte par le biais d'internet
depuis sa diffusion. Pas mal, non? C'est français. Pour en revenir au scénario d'OSS 117, Le Caire nid d'espion, Michel Hazanavicius a souhaité modifier certains gags ou en tout cas les présenter sous un jour plus acceptable et il a apparemment insisté sur l'aspect totalement français d'Hubert Bonisseur de la Batte. Initialement, OSS 117 est un espion américain, même si sa famille a des origines françaises. D'ailleurs, OSS signifie de base Office of Strategic Services. Alors que dans le film de 2006, il travaille pour le véritable ancêtre de la DGSE actuelle, à savoir le service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Cette transformation d'Hubert Bonisseur de la Batte en agent non seulement français, mais incarnant l'essence même d'un esprit franchouillard bien spécifique, sera absolument décisive dans la dynamique nouvelle du personnage. Le terme franchouillard recouvre ici ce petit je ne sais quoi absolument insupportable qu'on peut tenter de définir par la rencontre entre une suffisance naturelle, un charme suranné et la défense d'une vision très à l'ancienne de la société française, le tout saupoudré de la conviction d'être admiré, aimé par tout un monde colonial, ou encore une fois post-colonial, pour tout ce que la France pourrait incarner, représenter comme symbole universel de lumière et de démocratie. Sans oublier le pinard et la blanquette, bien sûr. Si on devait résumer les films OSS 117 de Michel Hazanavicius en un seul mot, il s'agirait sans aucun doute possible de clichés. Tout est méticuleusement défini et articulé autour de cette notion essentielle, et ce à tous les niveaux de création des films. Travailler sur les clichés implique au moins en partie de miser sur l'intelligence du spectateur, tout du moins tant que la mise en scène du point de vue porté sur les clichés en question reste plus implicite qu'explicite. Il faut savoir qu'initialement certains avaient pu craindre un film OSS 117 trop élitiste, ce qui est plutôt amusant quand on sait que depuis d'autres ont pu classer sans sourciller ces films dans le registre de la grosse comédie populaire. Ce qui implique une certaine culture dans les deux premiers opus, ce sont notamment les nombreuses références esthétiques que Michel Hazanavicius va piocher dans des films des années 50 et 60. On peut parfaitement apprécier les OSS d'Hazanavicius sans reconnaître la plupart de ses références, mais il est vrai que le visionnage s'enrichit pour celles et ceux qui profitent de cette déclaration d'amour au cinéma d'époque. Et de ce point de vue, je ne chercherai pas à m'inventer expert alors que je serais bien en peine de faire aussi bien que les articles Wikipédia consacrés aux deux premiers films de la trilogie. Ils sont extrêmement riches de références et de mise en contexte, et pour vous en citer quelques-unes des principales, on a notamment du côté d'Alfred Hitchcock La main au collet, L'homme qui en savait trop, La mort aux trousses, ou encore Sueur froide. Des scènes, décors, situations ou accessoires de plusieurs James Bond se retrouvent aussi, et notamment James Bond contre Dr No, Goldfinger ou encore Au service secret de Sa Majesté, avec par exemple le costume de rechange miraculeusement récupéré par OSS à l'hôpital dans Rio ne répond plus, costume qui reprend celui de George Lazenby lors de son unique incarnation de Bond, James Bond. Dans Rio ne répond plus, on retrouve aussi des inspirations de films français comme L'Homme de Rio ou Le Magnifique. Dans la façon de faire apparaître une ombre portée avant le personnage, ainsi que dans d'autres effets de cadrage, on peut même reconnaître a priori des clins d'œil aux bandes dessinées Tintin ou Blake et Mortimer. Mais si les deux films OSS 117 de 2006 et 2009 sont aussi intéressants visuellement, c'est parce que le sens du détail va au-delà d'une simple collection de références. Dès les premiers instants, les logos de Gaumont ou de Mandarin Cinéma sont des versions anciennes ou créées pour l'occasion pour coller à l'esthétique de l'époque. Le réalisateur va aussi reprendre les codes de réalisation de l'époque, enfin je devrais plutôt dire des époques. En effet, on passe de 1955 à 1967 entre les deux films. On note le format utilisé, la pellicule et les projecteurs, l'usage d'images documentaires pour le voyage en avion ou la tour de contrôle, ou encore des effets spéciaux datés qui usent d'une maquette, notamment dans la scène d'introduction du tout premier film. Par ailleurs, dans les effets de transition, on a des ouvertures ou fermetures d'iris ou encore un volet coulissant de gauche à droite, ce qui ne se fait plus depuis longtemps. J'ai déjà évoqué les ombres portées très visibles liées à des éclairages très forts, aux résultats stylisés et peu naturels, mais dont on va jouer justement pour poser une ambiance avec des codes auxquels certains spectateurs seront réceptifs. Enfin, on retrouve des artifices comme la projection en transparence pour ces scènes de voiture où les véhicules sont immobiles ou à peine secoués, tandis qu'en arrière-plan défilent ces fameux paysages enregistrés. On peut aussi citer les nuits américaines trop appuyées, ces scènes de nuit qu'on tournait 2 jours pour plus de commodité d'éclairage avec un filtre bleu sur les caméras. Autre référence d'un autre type, dans Rio ne répond plus, on a des inserts
d'un autre film, L'Idole d'Acapulco, un film de 1963 avec Elvis Presley, pour le fameux traumatisme du trapèze dont souffre Hubert. Dans ce même deuxième opus, Hazanavicius use et abuse de l'écran splitté très années 60 et 70, qu'on avait par exemple dans L'affaire Thomas Crown de 1968 ou encore la série Mannix de 67 à 75. Vous l'aurez compris, tout un arsenal esthétique amène ces films sur le terrain du détournement et du pastiche, mais pas de la moquerie. L'objectif consiste à proposer un décalage entre d'un côté le respect de la façon dont les choses étaient faites au cinéma à l'époque, et de l'autre la dénonciation des aberrations qu'on pouvait trouver alors dans les dialogues ou l'action même de certains films. Michel Hazanavicius revendique cette exploration du cliché aussi bien dans le scénario, la mise en scène, l'esthétique et le discours du personnage principal, bien évidemment, sachant que les propos du héros marqueront tous les spectateurs sans avoir besoin de la moindre référence ciné pour les apprécier. Hubert va enchaîner les propos racistes, antisémites, homophobes, machistes, colonialistes et paternalistes. C'est un véritable festival dont le réalisateur se moque en connivence avec le spectateur. Cette connivence est souvent appuyée par une réaction de l'environnement d'OSS 117. Ce qui n'est pas systématique et heureusement, c'est une réaction par un dialogue qui va souligner explicitement l'égarement du personnage principal. Assez régulièrement, ce sont des regards qui répondent aux âneries rabâchées par ce cher bonisseur de la batte. Et pour ce faire, Michel Hazanavicius use de l'effet Kuleshov. Cet effet correspond à l'observation selon laquelle le public va interpréter un plan au regard de celui qui l'a précédé. L'expérience qui a mis en lumière cet effet fut menée par Lev Kuleshov, qui donna donc son nom à l'effet en question. Son expérience consistait à proposer 3 plans venant à la succession d'un gros plan sur le regard, dirigé hors champ et relativement neutre, d'un acteur. Selon que le plan suivant était une assiette de soupe, un corps dans un cercueil ou enfin une enfant qui joue, le public donnait une interprétation différente au fameux regard vu dans le plan juste avant, entre appétit, tristesse ou tendresse. En l'occurrence, les regards des personnages secondaires sur Hubert Bonisseur de la Batte peuvent notamment exprimer une forme de contemplation du vide, une consternation implicite. Pour les obtenir, le réalisateur demandait notamment aux acteurs de fixer sa main pendant quelques secondes. Michel Hazanavicius donnera même le nom de Kuleshov au principal personnage féminin de Rio ne répond plus. On a d'autres références encore plus subtiles qui émaillent les films. En revoyant Rio ne répond plus, j'ai notamment remarqué que dans la toute dernière scène, OSS 117 porte un costume au motif Vichy. Quand on sait la teneur de la discussion qui se tient alors autour de la collaboration de certains Français avec les nazis, on apprécie ce sens du détail. Évidemment, tout le jeu d'équilibriste de ces films consiste à susciter une forme d'attachement au héros, même s'il est tout relatif, le tout en portant sur les épaules l'énorme charge des inepties qu'il débite sans cesse. Plutôt que de parler d'attachement, disons que le film veille au moins à ce que le spectateur moyen ne déteste pas foncièrement le protagoniste, généralement le présentant comme un abruti immature qui débite ce qu'il a emmagasiné sans vraiment penser à mal ou y avoir réfléchi. Alors bien sûr, j'ai parfaitement conscience que l'excuse de l'imbécilité ou de l'homme enfant est extrêmement faible, mais dans le cadre d'un film à prendre au 2e degré, on peut clairement affirmer que l'objectif poursuivi ne consiste absolument jamais à légitimer les positions arriérées d'Hubert Bonisseur de la Batte. Du moins, c'est ce qui ressort clairement des 2 premiers films. On notera aussi une certaine insistance sur l'amitié virile, largement teintée d'homosexualité refoulée. Là encore, on trouve une véritable résonance avec une époque hollywoodienne qui devait contourner le fameux code Hays en vigueur de 1934 à 1966. Ce code de censure empêchait la mise en scène de tout et n'importe quoi jugé contraire aux bonnes mœurs, d'un baiser trop long jusqu'à l'évocation d'une attirance homosexuelle. Michel Hazanavicius joue sans aucun doute possible avec cette question, par exemple avec les baisers sur fond de feux d'artifice qui reprennent l'astuce d'Hitchcock dans La main au collet pour sous-entendre l'orgasme qu'il était impossible d'évoquer et qui accompagne le baiser final entre Cary Grant et Grace Kelly. Par ailleurs, les bordées de jurons de l'agent américain dans Rio ne répond plus sont aussi un clin d'œil au fait que le code Hays avait tout juste été abrogé en 1967, année de l'action du film. Conséquence, on pouvait donc enfin se lâcher et depuis on peut dire que certains films américains se sont fait plaisir sur les jurons. Bien évidemment, l'humour évolue rapidement et de l'aveu même du réalisateur, il proposerait des versions sans doute différentes de certaines scènes s'il devait les tourner actuellement. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours cet équilibre entre le cadre très structuré offert par l'esthétique et le déroulement de l'intrigue et le regard très critique porté sur les propos et paradigmes
aberrant du héros. Bon, après vous avoir dit tout ça, je vais enfoncer une porte ouverte, accrochez-vous, chacun réagira selon ses propres sensibilités à l'humour de ses films. Certaines répliques sont devenues cultes pour certains, et il est clair que la prestation de Jean Dujardin apporte énormément au personnage, que ce soit dans son phrasé, ses expressions faciales ou son langage corporel, c'est une performance remarquable. Ce que je reproche au troisième volet réalisé par Nicolas Bedos, c'est qu'Hubert y devient parfois pathétique et cruel, ce qu'il n'était pas pour de bonnes raisons auparavant. Ce n'est donc pas la mise en échec du héros qui m'ennuie, car elle survient en partie dès Rio ne répond plus. Dans les deux premiers opus, le monde glisse sur Hubert comme l'eau sur les plumes d'un canard, et ce même si l'un des grands intérêts du passage entre le premier et le deuxième film, c'est bien sûr l'évolution de l'époque et des mœurs qui l'entourent. Pour être tout à fait juste, dans Rio ne répond plus, les remarques des agents du Mossad sur l'antisémitisme d'Hubert l'amènent à mettre un peu d'eau dans son vin, mais il reste plus ou moins lui-même par ailleurs. Dans Alerte rouge en Afrique noire, excellent titre au demeurant pour un film de ce type, Hubert ne cesse de faire semblant de regretter ce qu'il pense et de se comporter de façon hypocrite. Le film semble clairement se moquer des excuses qu'on attendrait du personnage, mais le film a aussi tendance à multiplier les explications de texte pour doublement souligner que ce racisme n'est que celui de son personnage et pas le sien, que c'est juste pour rire. Soit on fait moins confiance à l'intelligence du spectateur, soit on a peut-être vaguement conscience que l'écriture des blagues en question manque d'un petit quelque chose pour retrouver la distanciation naturelle des précédents films. Même si les retours de flamme que se prenait Hubert étaient parfois directs dans les deux premiers opus, notamment via les personnages de Larmina El Akmar ou Dolores Kuletchov, on sent une différence assez nette dans l'approche qu'en fait le troisième. D'un côté, on a Serge, le personnage de Pierre Ninet, qui va dire ses 4 vérités à un Hubert sur le déclin. La réaction d'Hubert ne sera pas une forme d'introspection superficielle, mais bien de laisser Serge potentiellement mourir dans des circonstances atroces, voire de s'en réjouir, ce qui rompt totalement avec le comportement héroïque qu'on connaissait auparavant au personnage. De l'autre, on a une scène atrocement gênante, celle d'Hubert qui salue une bonne partie du personnel du renseignement français par des claques sur les fesses, le tout se concluant sur une blague ultra lourde sur MeToo. Ici, le propos du film consiste apparemment à dire que c'était quand même vachement mieux avant, quand on pouvait bien profiter des mains aux fesses, et que les femmes étaient quand même vachement contentes de cette situation, surtout quand ça venait d'un tombeur comme Hubert. Ah là là, c'était tellement chouette ces relations hommes-femmes sans chichi, où on pouvait directement tâter la marchandise sans se prendre des volets de bois vert sur les réseaux sociaux. Dans l'optique des deux films précédents, jamais les femmes collègues de Hubert n'auraient réagi de la sorte, il aurait été violemment recadré tout de suite. On a donc un long métrage qui d'un côté s'excuse sans cesse du racisme évident de son personnage, et qui de l'autre va s'en prendre à un mouvement de libération de la parole de la femme, ce qui va totalement à l'encontre de l'état d'esprit des films précédents. Par ailleurs, Alerte rouge en Afrique noire cumule d'autres défauts. Son approche esthétique est moins travaillée, moins aboutie que celle des deux précédents films, pour commencer, et il est aussi trop long. En effet, 2 heures pour une parodie, car on tend ici davantage vers la parodie que le pastiche, c'est trop. Autre problème de taille, le seul personnage africain du film qui devrait être positif et venir contredire tous les préjugés du héros, à savoir Zéphirine Bamba, se révèle au final faible et largement sous-exploitée. Elle brille moins que les héroïnes de 2006 et 2009 et mécaniquement le choix de proposer un duo principal masculin et blanc lui laisse nettement moins de temps d'écran. Elle va succomber un temps au charme d'OSS 117, à la limite admettons, même si le contexte est différent là encore, mais ensuite elle sera abandonnée à l'emprisonnement et la torture contre la promesse de son dictateur de mari de bien la traiter. L'excuse ici c'est bien sûr la naïveté d'Hubert qui croit en la parole du dictateur fan de la France réac, mais encore une fois, à mes yeux, ça ne colle absolument pas à un personnage profondément imparfait certes, mais restant néanmoins héroïque. On pourrait arguer du comportement terriblement cynique de James Bond vis-à-vis de certaines femmes ennemies dans les premiers films, mais ici on ne parle pas d'une méchante, juste d'une femme qui a recadré Hubert et pour laquelle il conserve visiblement une certaine affection. Si la bêtise du personnage avait précédemment causé des morts ou autres incidents diplomatiques, on se retrouve ici avec une fin qui laisse un goût nettement plus amer qu'auparavant. Le fait que Michel Hazanavicius ait refusé de réaliser ce film a certainement un rapport avec le fait que le projet avait été lancé et avancé sans qu'il ne soit consulté ni mis au courant avant un certain temps, mais lorsqu'il a pris connaissance du scénario, il n'a pas été convaincu et a estimé qu'on était au-delà de quelque chose qu'il aurait pu sauver avec quelques aménagements. Il me semble qu'il
qu'il avait parfaitement jugé la chose. Pour moi, le meilleur des OSS reste sans conteste le premier, même si on a des scènes qui valent leur pesant de cacahuètes, si vous me passez cette expression très actuelle, dans Rio ne répond plus. Je pense notamment à la version allemande de la chanson A Girl from Ipanema dans une réunion de l'amicale nazie du Brésil, ou encore à ce discours de Von Zimmel tiré du Marchand de Venise de Shakespeare, dans un procédé qui retourne la tirade destinée à souligner l'humanité des Juifs pour la mettre au profit des nazis. Tout un programme. Je pense que le traitement des personnages chinois se ferait différemment dans une version actuelle du film, même si là encore on retrouve des références à la scène de l'ascenseur de la mort aux trousses, ou encore au fameux running gag du discours de vengeance d'Inigo Montoya dans Princess Bride. Quoi de mieux que de vous forger votre propre opinion en voyant ou revoyant les deux premiers films, inclus dans l'abonnement Prime Video, ou éventuellement en y louant ou achetant le troisième. Je vous invite à vous exprimer en commentaire au sujet de ces films marquants de la tradition comique française, et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Salut!